Je suis un vieux Peau-Rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. Sur les traces d'Achille Chavet, les éditions des Libules sont devenues mythiques. De nombreux écrivains et artistes y ont participé. Nous vous proposons de revivre ensemble cette belle aventure. Le mouvement surréaliste est un mouvement qui a été fondé en France en 1924 avec la parution, la même année, du manifeste du surréalisme d'André Breton. C'est une génération qui sort de la guerre, il ne faut pas l'oublier, de la Première Guerre mondiale, qui manifeste une espèce d'immense dégoût pour la société et pour le monde tel qu'il est proposé, et qui va tenter de voir à la fois dans l'inconscient, dans les théories de Freud par exemple, dans la littérature, Sade, Rimbaud, Lautréamont, il y en a bien d'autres, dans la peinture aussi, dans quelques exemples, de proposer, de reformuler une nouvelle condition pour l'homme. C'est donc un mouvement qui est un mouvement d'une certaine façon révolutionnaire, qui s'alliera d'ailleurs avec des partis comme le Parti communiste à un certain moment, mais qui tentera plutôt de proposer une voie littéraire. Alors André Breton en est le chef de file, il est un peu le, je dirais, le baromètre de ce mouvement qui va voir des personnalités très très diverses passer au sein du mouvement. Aragon, Éluard, Picasso se rapproche bien sûr du surréalisme et d'autres peintres, Masson, Tanguy, Dali. Vous savez sans doute que le mot surnaturalisme avait été proposé par Nerval en des temps lointains. Au moment où il s'est de nouveau préoccupé de découvrir un mot qui convienne à un certain nombre de recherches qui étaient les siennes, Apollinaire aussi s'était heurté au mot de surnaturalisme et l'avait évité, pour éviter justement cette implication du surnaturel à l'intérieur, n'est-ce pas, du mouvement et de l'esprit qui l'animait. Le surréalisme a toujours vécu, néanmoins, en relation avec ce que nous avons appelé le merveilleux. Ce merveilleux était revendiqué très précisément dans le manifeste de 1924, où il était dit que le merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. C'était l'époque où les gallianismes commençaient à être connus en France. C'est l'époque où le freudisme était découvert aussi. C'est l'époque aussi qui suit immédiatement la grande révolution soviétique de 1917. Et enfin, pour faciliter cette synthèse, Dada était intervenu avec son esprit négateur à nettoyer tous les chemins de la pensée, de la liberté complète et totale de penser, par son anarchie et par sa négation radicale et totale, de telle manière que, cependant qu'il faut toujours reconstruire sur les ruines, Breton a surgi au bon moment en réalisant cette synthèse donc, qui s'est traduite dans le premier et le second manifeste du surréalisme. Mais dans ces manifestes, d'ailleurs, il indique combien le surréalisme n'est pas né d'aujourd'hui, que le surréalisme est pratiquement éternel, qu'il durera toujours. En 1924, la même année, en Belgique, il y a ce petit groupe qui s'appelle Correspondance, qui est un trio formé de 3 hommes, Paul Nouget, Camille Goumans et Marcel Lecomte, qui vont à leur façon étudier les mécanismes du langage, les mécanismes de la pensée par une série de tracts, et qui forment un petit noyau surréaliste à Bruxelles, auquel vont se rattacher très rapidement 2 personnalités importantes, Édouard Mezens et surtout René Magritte, qui seront bientôt rejoints par Skutner, le poète Skutner, et par André Souris. Le surréalisme parisien, disons que tout au moins à ses débuts, se fondait beaucoup sur l'automatisme, alors que le surréalisme belge ne se fondait pas du tout sur l'automatisme. Tout en reconnaissant l'utilité et la valeur de ce procédé, lui ne l'employait pas, sauf 1 ou 2 des surréalistes belges, moi notamment. Donc nous avons une caractéristique d'avoir à peu près au même moment dans 2 capitales, 2 mouvements très très différents qui vont apprécier différemment d'ailleurs le surréalisme, puisque Breton sera plus tourné vers l'automatisme, vers l'inconscient, et Nouget et Magritte seront au contraire des gens qui ne croient pas à cette espèce de toute-puissance de l'inconscient, qui verront au contraire quelque chose de plus méthodique, de plus étudié, ce que montre par exemple le fait que la peinture de Magritte n'a jamais été une peinture abstraite, mais une peinture au contraire très définitive. Ça nous place dans la première génération du surréalisme.
J'étais bouleversé par les événements de 1932, par les grandes grèves à caractère révolutionnaire de 1932. Et ce fut l'époque aussi où je découvrais le surréalisme. L'émotion que j'ai ressentie à l'occasion de ces grèves de 1932 s'est conjuguée avec ma découverte du surréalisme. Et c'est la conjugaison de ces deux éléments fondamentaux, cependant que peut-être il y aurait lieu d'ajouter aussi une chose, c'est que j'avais eu une déception amoureuse. C'est la conjugaison, disons, de ces trois éléments qui m'ont conduit à poursuivre ma vie dans le sens que l'on connaît. Donc, sous le signe à la fois politique et sous le signe poétique. Ô mon pays, tu n'es jamais si beau que par les temps fervents de grève générale, quand toute activité positivement productrice porte la honte des misérables finalités. Alors, la terre dévoile ses mysticités pudiques. La plus rapace des machines à compter le temps désoriente en son repos synthétique et sacré l'implacable boussole des destinées perdues. La Louvière, ce n'est pas le borinage, mais la situation est tout à fait semblable. On est dans les mêmes conditions de vie pour la classe ouvrière. Et ils sont tout à fait bouleversés par cette situation-là. Et les mouvements qui sont quand même assez insurrectionnels rejoignent leur révolte et leur besoin, leur désir de plus d'égalité. Parce que le souhait d'une société plus égalitaire, plus respectueuse de tous, je crois, est quelque chose de très grand et qu'il trouve dans le surréalisme, puisque le surréalisme, c'est transformer le monde et changer la vie. Transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud. En 1934, à La Louvière, on va voir, et c'est peut-être le seul exemple d'un groupe qui va se créer hors d'une grande capitale, on va voir se créer un groupe, qui est le groupe Rupture, qui est mené par Achille Chavet, par Albert Ludet, qui est un chimiste, par Marcel Parfondry, un instituteur, et par un bibliothécaire, qui est un personnage assez étonnant, qui était bibliothécaire aux arts et métiers, qui s'appelait André Laurent. Ce petit groupe va naître dans le contexte très troublé des grèves de 1932, dans les poursuites en quelque sorte des grèves, mais ne va faire allégeance au surréalisme qu'en 1935, c'est-à-dire l'année suivante, parce que Fernand Dumont, qui va les rejoindre, a rencontré Breton en 1933 et va les persuader que, au fond, la voie politique n'est pas la seule, qu'il faut aussi rentrer dans une voie qui est plus poétique. Très exactement, le groupe Rupture a été fondé en 1934. Et c'est une histoire extrêmement curieuse. Le groupe Rupture s'est fondé à Anne-Saint-Paul chez un ami, Albert Ludet. Il y avait naturellement André Laurent, il y avait Marcel Parfondry et il y avait moi. La caractéristique du groupe Rupture, c'est qu'il était constitué par un réseau d'amitié, situé principalement à La Louvière, et qui petit à petit s'est élargi par la présence d'Arven, qui était du pays de Charleroi, par la présence de Moustier, de Van de Spiegel, de Lefranc, qui était de Mons, par la présence d'Armand Simon, qui était Borin. La caractéristique du groupe Rupture, donc, c'est d'être un groupe surréaliste, mais un groupe provincial, si nous étions en France, nous dirions un groupe départemental. Chacun fait son lit comme il veut découcher. Donc on va se trouver dans un jeu, si l'on veut, à trois boules entre Paris, Bruxelles qui manifeste une certaine distance à Paris, une distance fertile, comme disait Marcel Marienne, mais une distance néanmoins, et puis ce groupe plus régional, dont il faut comprendre que très éloigné à la fois de Bruxelles et de Paris, nous sommes dans une époque où il n'y a pas ces moyens de communication aujourd'hui, ils ont tendance, ces plus jeunes, à rechercher, je dirais, l'adoubement, l'accord d'André Breton. Donc on a paradoxalement en Hainaut, à La Louvière tout d'abord et ensuite à Mons, un groupe qui sera plus proche de Paris intellectuellement que de Bruxelles. Chavet est une personnalité qui va dominer ce groupe. Il est celui qui peut-être aura la plus grande longévité. Fernand Dumont mourra dans un camp de concentration en 1945. Et il entraînera à sa suite, par ce côté assez
je dirais, téméraire pour une petite ville comme la Louvière, avec laquelle il a une relation parfois d'amour-haine, il entraînera à sa suite toute une série de personnages très très divers, non seulement ceux qui seront les proches de la première heure, ceux qui ont formé dès 1934-35 le premier groupe, mais on aura aussi une série de plus jeunes personnages, surtout après la guerre, qui vont se grouper autour de lui dans cette petite ville de la Louvière, où il y avait quand même une activité artistique assez intéressante malgré tout. Et Chavet apparaît un peu comme une espèce comme ça de figure parfois scandaleuse. On connaît cette silhouette que certains ont dépeinte qui hantait les cafés de la Louvière. Alors, dans ces années-là, il y a deux personnages qui vont émerger. Tout d'abord, Paul Bury. Paul Bury qui a été, dès 1938, proche du mouvement surréaliste, puisqu'il a fait partie du groupe surréaliste de Hainaut, et qu'il peint jusque vers 1945 à peu près, dans une façon de peindre qui est très proche de celle de René Magritte. Il va tuer le père, comme il le dira lui-même, et Chavet lui en voudra beaucoup de changer cette façon de peindre. Au départ, Chavet n'a pas compris du tout l'évolution de la peinture de Bury vers une forme d'abstraction et ensuite le cinétisme que l'on connaît avec ses fontaines notamment ou ses pièces mobiles. Mais il y a un certain nombre de choses à dire concernant le climat qui pouvait régner à la Louvière. Bon, Bury rencontre Chavet, c'est vrai, à Bruxelles, dans un café d'étudiants, à Jambes de Bois. Chavet est à Bruxelles parce qu'il est hébergé par des amis là-bas. Le retour de Chavet de la guerre d'Espagne est un retour très difficile. Il va être radié du barreau, on le traite d'assassin, de boucher d'Albacete, ayant condamné dans les tribunaux d'André Marty un certain nombre de compagnons de combat, ce qui semble d'ailleurs avoir été plutôt une campagne diffamatoire lancée dans la politique politicienne de l'époque et louviéroise en particulier. Il sera d'ailleurs réhabilité un peu plus tard. Donc c'est une personnalité aussi très attachante parce qu'il porte en lui déjà une sorte de légende. Je parle de Chavet, une sorte de légende, même si la fréquentation directe, physique, n'existe pas, il y a une fréquentation avec l'œuvre. Et le jeune Bury est un homme curieux. Bon, Chavet, c'est l'auteur d'un poème célèbre, un dicté, qui commence par la célèbre phrase « La libellule est un mammifère qui se nourrit d'éponges et de morceaux de bois ». C'est tout un monde insolite, un monde aux yeux de Bury merveilleux, et ne peut créer un monde merveilleux qu'un personnage merveilleux. C'est au café du Bassin, à 100 pas de chez moi, que je tiens les propos sévères d'une inhumaine vérité. Que j'écris des poèmes criés sur une table d'infortune. C'est là que je fuis mes fantômes, que je retarde jusqu'au plus profond de la nuit le dramatique cri de ma clé introduite dans la serrure de la maison qui pleure. Donc il y a là tout un climat que Bury respire. Il sera d'ailleurs introduit dans le groupe Rupture la dernière année de la dernière année de la vie du groupe Rupture, avant que le groupe lui-même se disloque, la rupture du groupe Rupture, le groupe se disloque et va se créer le groupe surréaliste en Hainaut. Dans le fond, c'était le distinguo entre les trotskistes et les staliniens. Chavet étant parti trotskiste, étant revenu d'Espagne stalinien. Tous les drames du monde n'en faisant qu'un, toutes les peines ne faisant qu'une peine, peut-être pourriez-vous un seul jour, un seul beau jour de détente candide, me laisser respirer, me laisser oublier, vous mes amis les hommes innombrables, vous mes amis les hommes raisonnables, vous mes amis les hommes. Étant donné que je suis là, très là, de combler cette brèche toujours ouverte, par où s'engouffre le malheur, notre malheur. En 1956, à la Louvière,
il n'y a plus aucune organisation de type complexe, de type qui rassemble autant des poètes que des écrivains de tout genre ou des plasticiens. J'avais créé un groupe, tente de reconstituer un groupe proche des idées surréalistes, mais pas strictement surréaliste, quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus éclectique que ce qui avait été créé en 1934, donc un peu plus de 10 ans plus tôt. C'est un groupe qui s'appelle Schéma. Alors, Schéma va rassembler des amis comme Hélène Locoge, qui est peintre, comme Freddy Plongin. Freddy Plongin va être important dans ce mouvement. C'est même par lui que Hélène Locoge va se retrouver dans le groupe. Je crois que Rémy Van den Abel va participer aux activités aussi. Et tout ça, bien sûr, se passe autour des premiers acteurs du surréalisme local, à savoir Chavé, Parfonderie et Ludé, puisque à ce moment-là, Laurent habite Bruxelles, donc il est proche du groupe, mais il ne va pas réellement participer aux activités. Alors là, on n'est plus dans une démarche surréaliste, mais on est dans une démarche d'avant-garde avec toute une série de créateurs extrêmement libres, mais qui se retrouvent avec plaisir. Bury tenait une librairie, et dans cette librairie, il y avait un visiteur régulier, qui était un jeune garçon, qui venait à la librairie, et qui était une librairie dans laquelle on pouvait s'asseoir, consulter des bouquins et parler avec le bibliothécaire. Et à force de rencontres, il s'est créé un centre d'intérêt par rapport à l'écriture, à la littérature, par rapport à d'autres poètes locaux, qui est notamment Achille Chavé. Et donc, il y a un chaînage qui s'est créé. Et au rythme de ces rencontres, ils se sont dit, tiens, plutôt que de rester à la Louvière, on pourrait profiter du bon temps, de l'air pur, de changer de milieu. Et c'est comme ça qu'ils sont partis à la quête d'un endroit pour passer le week-end et pour faire des réunions. Nous avions trouvé une petite maison dans la Thiérache, entre Chimay et Beaumont, petite fermette, petite ruine plutôt, dans un paysage superbe, très vert, très vallonné. Et nous allions y passer presque tous nos week-ends. Et là, ces week-ends étaient occupés par de l'écrit. On s'amusait, dans le fond, en vacances, à prendre un petit peu la littérature en dérision, et l'art aussi, jouant d'ailleurs volontiers des pseudonymes. Le pseudonyme est une carapace intéressante à utiliser, parce qu'elle vous permet d'écrire des choses que vous n'oseriez pas écrire sous votre nom, du moins les signer et les publier. Je pense, on s'amusait à écrire des poèmes dans le style le plus académique qui soit, le plus officiellement bête, sur des sujets dérisoires. La vache, on est entouré de ce délicieux mammifère, donc on en profitait pour l'observer. Vache sacrée dans nos prairies, le ton, le style, c'était bucolique, mais à grande gueule. Ça, c'était l'esprit. Et cet esprit, il a plu à un certain nombre d'amis. Parmi les premiers, Marcel Avrène et Paul Collinet, tous deux sortis du surréalisme révolutionnaire, du ciel bleu aussi, qui avait été écrit par Dautremont et Collinet, et de Cobra. Mais il est né comme ça aussi un certain nombre de jeux où l'aventure vécue par Bury à l'égard des surréalistes intervenait d'une certaine façon en prenant le contre-pied de certaines théories chères
au pape de Bruxelles ou de Paris. Le cadavre exquis, les tracts. Nous sommes amusés à surtout écrire de faux tracts, ou des espèces de faux tracts, des antitracts. Souvent sous le titre d'ailleurs, les curés exagèrent. Parce que ça a un côté percutant, mais il n'était jamais question de curé dans nos quelques lignes. Et les uns amenant les autres, dès le premier numéro, Aléchance qui participe parce que, je dis le premier numéro, parce que comme nous avions une ferme, plutôt une ruine, il était bon de la glorifier, et on en a fait une académie, l'académie de Montbliard, car le patelin était Montbliard, un joli nom d'ailleurs, où le mohair était quand même encore à sa place. Et comme nous avions une académie, il fallait avoir une pensée. On a créé la pensée boule, qui est devenue la pensée bulle, la boule étant d'ailleurs une forme, un volume cher à Bury, qui dans son art et dans le mouvement allait jouer un rôle très important. Et comme nous avions une pensée, mais il fallait une revue pour la diffuser, ce fut le Daily Bull, ou Daily Bull, moniteur de l'Académie de Montbliard, moniteur de la pensée boule et de l'Académie de Montbliard. Pourquoi Daily Bull? Ben, ça par dérision, à nouveau. Daily, le mot anglais Daily, d'ailleurs ça s'écrit D-A-I-L-Y. Et puis, attention, il y a le mot Daily, D-E-L-I-T. Voilà. Alors, bulle, pourquoi bulle? Ça fait penser à la légèreté, parce qu'on ne se prenait pas très au sérieux. La légèreté, la boule, puisque Paul s'intéressait déjà aux boules dans son travail d'artiste. Et puis, il mangeait la boulette de Reims. Ils habitaient près de Reims. Donc, il mangeait la boulette de Reims. Il mangeait le quai du fromage. Il jouait aux boules. C'était l'époque où on jouait aux boules. Voilà. Mais en remontant dans les archives, on découvre que Paul Bury et André Balthazar, Ludet et les autres, se réunissaient déjà à Montbliard en 1955. Et on retrouve les prémices de cette future pensée bulle déjà en 1953 dans la tête de Paul Bury, quand effectivement André Balthazar venait à la librairie La Fontaine que tenait Paul Bury à la Louvière. Alors le moniteur, ça peut faire un petit peu officiel, puisque c'est là qu'on publie les actes officiels, et en même temps c'est paradoxal par rapport à cette pensée bulle, puisque la revue des Libules est sous-titrée « La revue la plus désinvolte du monde ». Alors là on se retrouve dans cette fameuse pensée bulle, qui est en fait une immense terre de liberté. Paul Bury et André Balthazar, c'est vraiment une des valeurs les plus importantes à leurs yeux, c'est la liberté de ton, la liberté de créer, la liberté d'écrire, par rapport à ce carcan qui avait été imposé en fait par Breton, on va dire comme ça, autour du surréalisme où on incluait les gens, où on excluait les gens. Achille Chavée, lui, ne supportait pas beaucoup le climat humide de la fermette et revenait à la Louvière chaque fois avec une crise d'asthme et avec des oppressions. Donc les réunions suivantes se sont passées après à la Louvière. Les éditions des Libules en quelle année? Donc la revue en mars 57, et puis parallèlement cette revue, ils n'ont plus édité sous le vocable d'édition de Montbliard, ça a été édition des Libules, mais le premier livre a été un livre d'Achille Chavée qui s'appelle Les Tarés 59. Et c'est la première fois d'ailleurs que Achille Chavée a accepté d'être édité sous le vocable des Libules. En 1957, les éditions du Délibule s'installent à la Louvière, mais ça coexiste avec les éditions de Montbliard. Donc Chavée est publié à Montbliard, il ne voulait pas être publié sous l'appellation Le Délibule. Et d'un autre côté, André Balthazar voit bien que les éditions de Montbliard ont besoin d'être plus soignées. Et comme c'est lui le maître d'œuvre des éditions, tandis que Paul Bury s'intéresse plutôt au volet artistique, les éditions donc, du Délibule s'installent à la Louvière. Il y a certaines choses de Chavée qui sont très esprit bulle, voilà. Et ça se traduit d'ailleurs par des éditions de Chavée au Délibule. Voilà.
à côté d'ouvrages beaucoup plus sérieux, beaucoup plus surréalistes à ce moment-là, qui sont édités aux éditions de Montbliard. C'est le cas de... Donc, l'éléphant blanc, par exemple, ou Décoction sont publiés au Délibule, tandis que la plupart des autres... Ceux qui sont les vrais Chavet, oui. Ça c'est publié. À part Chavet ne veut pas que ce soit publié au Délibule, parce que... Je ne sais pas s'il y a un vrai Chavet ou pas, mais il y a deux Chavets. Il y a deux Chavets, voilà. Mais les Gémeaux aussi. Hein. Oui, mais les Gémeaux, tout à fait. Il y en a d'autres, tu vas me dire. Mais il est vraiment édité d'un côté ou de l'autre. Devient mort naturel est édité, par exemple, à Montbliard. À Montbliard, oui. Donc, alors que c'est un ouvrage des années 60, 64. La personne du singulier est un livre très important pour les éditions Le Délibule. C'est le premier texte d'André Balthazar qui paraît, on est en 1963, et c'est Alechinsky, qui sera son ami, et son ami de toujours, qui va ornementer ce livre. C'est Paul Bury qui, quelques années avant, présente en fait Pierre Alechinsky à André Balthazar. Pourquoi ? Tout simplement parce que Paul Bury et Alechinsky faisaient partie du mouvement Cobra. Donc, Pierre Alechinsky avait l'habitude de passer à la librairie La Fontaine, la librairie de Paul Bury à la Louvière, et André Balthazar était client. En 1961, Paul Bury part à Paris. André Balthazar se trouve à la tête des éditions et lance la collection Les Pockets volantes de 1965 à 1979. Cette petite collection compte 62 livrets à cahier unique avec une petite agrafe et, originalité de l'époque, chaque fois une couverture de couleurs différentes teintée dans la masse. Les Pockets volantes, c'est une collection qui s'est créée, qui a réuni finalement 63 volumes et qui tire son titre d'une maladie infantile. Je crois que c'est la scarlatine, où le corps de l'enfant se couvre de petites pustules, d'alvéoles, qu'en wallon, on appelait les pockets volantes, parce que lorsque la maladie évolue, ces petits globules, ces petits alvéoles, se vident de leur eau, sèchent et tombent, s'envolent. Pocket, pochette, petite poche volante qui se vide et s'envole. Et c'était à la fois pour nous aussi un clin d'œil au pocketbook, parce que c'était le démarrage des pocketbooks dans toutes les librairies. Et ces petites pockets se volaient si bien qu'on les volait. Autant dire que les libraires n'y trouvaient pas leur compte, et nous non plus. Tiré à 1000 exemplaires, chaque titre est relié par une petite agrafe. Et c'était la famille dans la cuisine qui assemblait les différents petits livrets. Cette collection est vraiment unique en son genre et a pu être appelée les Zakouski de l'avant-garde dans la presse, ce qui devient d'ailleurs son sous-titre, puisque là, nous avons affaire en fait au premier livre d'art de poche. Et donc en 1968, Topor fait son premier livre au Délibule qui s'appelle Le Clown Tant pis, dans la collection Les Pockets volantes. Et c'est une sorte de petite pièce de théâtre ou une scène dialoguée sur un thème de prédilection, un thème cher à Topor, la merde. Et donc voilà, le livre sort. Alors malheureusement, on ne l'a pas présenté dans l'exposition parce qu'on n'a pas mis toutes les publications du Délibule, il y en a un certain nombre. Comme le Tachier de l'amateur, les photographies conceptuelles d'Erwan Ehrlich. Mais comme le Clown Tant pis fait partie des pockets volantes, je l'ai mis dans ma pocket. Et donc, je l'ai apporté comme ça. C'est une petite publication très élégante. Nous sommes en 1974, je suis étudiant à l'INSAS. Et avec des camarades, nous sommes au bistrot. C'était le chien qui fume à XL. Et on se met à déconner sur des expressions de la langue française. Tendre l'oreille, un ange qui passe, la pince Monseigneur. Et on imagine des métiers liés à ces expressions. Le boucheur de coin, le passeur d'ange, le tendeur d'oreille. Moi, évidemment, je fais des croquis. Et puis on regarde ça, on dit, mais ce serait formidable, une formidable série. Il faudrait essayer de la faire éditer.
on avait 19 ans. Et l'une d'entre nous, qui s'appelle Martine Dufresne, dit « Mais je connais André Balthazar qui dirige le Délibule, je pourrais lui en parler, ça pourrait peut-être l'intéresser. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors évidemment, moi c'est magique. Quand André Balthazar accepte de publier les dessins sous forme d'une pocket volante, j'entre un petit peu parmi ceux que j'admirais déjà depuis longtemps. J'avais dans ma collection personnelle déjà l'exemplaire de Folon, celui de Topor, celui, je crois que de Ronald Searle en avait fait un aussi, enfin, et je fais partie de ces gens-là, donc c'est extraordinaire. Et après, plus tard, quand j'ai animé Lollipop pendant plusieurs années à la RTBF, est apparu un dessin animé imaginé par Topor et Henri Hauneux. C'était Téléchat. Alors c'est drôle parce que mon chat à moi est né à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de lien entre les deux. Je ne savais pas qu'ils préparaient le dessin animé et eux n'imaginaient pas que j'allais créer le chat. Et puis ça a été deux univers parallèles. Topor, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il était délicieux, admiration totale, un génie pur. Et je lui ai évidemment montré ma pocket volante. Il était... ça ne l'impressionnait pas, il avait déjà publié, lui, des dizaines de livres. Moi, c'était mon premier, et une première fois, c'est toujours très, très émouvant dans la vie d'un artiste. Première apparition dans un journal, premier livre, ça reste mon premier vrai livre, donc c'est immense pour moi. En 1968, c'est Who Are You? Alors, Who Are You, ce n'est pas un livre, c'est une enquête. Alors, dans la tradition du Délibule, Paul Bury et André Balthazar envoient une circulaire à tous leurs amis et leurs complices en leur demandant tout simplement, sur une page A4 qu'ils devront renvoyer, « Qui êtes-vous » Et on a à peu près une soixantaine d'artistes qui répondent, dont Pierre Alechinski, qui renvoie, lui, pour expliquer qui il est, finalement, son bulletin ophtalmologique. Donc, simplement, c'est un peintre, donc un peintre, c'est d'abord les yeux. Un tremblement de terre frappe la Louvière en 1968. Le clocher est fragilisé et le faîte est fragilisé aussi, il faut l'abattre. C'est ce que raconte André Balthazar dans ses mémoires, dans les 40 ballets. La Louvière est célèbre par son absence de clocher. À la suite d'un tremblement de terre, le clocher en question... D'ailleurs, le clocher, on dit toujours le clocher, mais il faudrait être précis. Le clocher, c'est l'endroit où on met les cloches. Donc, ce qui a été supprimé, c'est la pointe du clocher. Les cloches sont toujours là, il y a toujours un clocher, mais c'est la pointe du clocher qui a été supprimée parce qu'elle risquait de s'écrouler sur les deux cours d'école qui entourent l'église. Et nous avons fait d'ailleurs à un certain moment une enquête auprès des artistes pour qu'ils remplissent le vide laissé par la disparition de la pointe du clocher par du plein. Ce qui a été fait, pour le meilleur et pour le pire. De là, par une enquête, c'est-à-dire de nouveau une circulaire aux amis, aux complices, nationaux et internationaux, et finalement plus de 220 artistes renvoient un clocher redessiné, plutôt comme disait André Balthazar, le faîte du clocher redessiné, avec des propositions tout à fait cocasses, drôlatiques, burlesques, qui normalement auraient dû déboucher sur une exposition. Seulement, manque de moyens financiers, l'exposition n'aura jamais lieu. Il faudra attendre les 150 ans de la vie de la Louvière pour la créer d'abord à Paris et puis ensuite à la Louvière. Tout compte dans la vie d'un homme, en fait, le passé, la région. Je crois beaucoup plus, par exemple, à l'influence de la région que du pays, parce que le pays, c'est une abstraction géographique, politique, tandis que la région, c'est quand même... c'est le creux de la main où on a vécu. Voilà, pourquoi vit encore des prix comme ça, là? Voilà. Encore un kilo 25, 2 kg 35 francs, on réclame. C'est une ville très laide. Je crois que cette laideur finit par créer un état d'esprit qui éloigne complètement les gens qui y habitent de la facilité, de la complaisance dans le paysage. On est peut-être plus tourné vers des choses qui n'ont rien à voir avec la nature.
Et peut-être c'est aussi une façon d'être aussi plus en contact avec les gens qui y vivent. C'est une ville qui a 100 ans. On a fêté l'an dernier le 100e anniversaire de sa fondation. Toute l'année a été l'occasion de montrer les aspects de la vie louviéroise. L'administration communale a toujours encouragé et apporté tout son soutien pour véritablement promouvoir la vie culturelle. Ah là, c'est un autre. La vie culturelle dans notre cité et dans la région. L'emblème du Délibule, il est bien connu, c'est l'escargot. Mais ça n'a pas toujours été l'emblème du Délibule. Au départ, il y avait la boule et le cube, qu'on retrouve d'ailleurs sur les éditions de Montbliard. Mais en 1976, ce qui se passe, c'est la Fondation Ma qui a une exposition sur le Délibule. Et il faut choisir une affiche. À ce moment-là, André est devant un grand dilemme en disant « Qui vais-je mettre sur cette affiche ?» étant donné que c'est une exposition collective. Alors, pour ne pas privilégier l'un ou l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il va rechercher dans sa mémoire ce que Marcel Avrennes avait pensé en 1957 déjà pour le Délibule, c'est-à-dire un escargot, ce que Marcel Avrennes appelait d'ailleurs un limaçon replié sur lui-même. Donc dans le film L'art illustré, on saisit bien le regard critique et ironique et amusé du Délibule et de Topor aussi sur l'histoire de l'art, les grands mouvements, l'ego des artistes. Enfin, c'est très présent à l'époque aussi à travers Fluxus. Et il y a comme ça un regard critique sur l'art et en même temps une assimilation des formes et des jeux d'esprit. Donc il ne rejoue pas le rôle de l'artiste sérieux, impliqué dans son action et tout, mais finalement, par dérision, ils arrivent à assimiler toutes les formes de l'histoire de l'art contemporain, des avant-gardes. Donc c'est à la fois ironique et à la fois virtuose, puisqu'ils comprennent aussi la logique de ces concepts, et donc ça devient un jeu. Et finalement, ils montrent que tout ça n'est qu'un jeu, et ils arrivent à jouer avec. Il y a des tas de gens qui pourraient être critiques et mépriser ça. Eux, ils ne le méprisent pas quand même. Ils l'assimilent finalement. Ils l'assimilent tout en se mettant avec un regard critique. C'est ce qui est intéressant. Merci beaucoup. Je suis extrêmement touché. Ce premier prix m'a permis d'acheter le premier smoking de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis né en 1934, c'est-à-dire l'année où le groupe Rupture est fondé. Alors je ne sais pas si je l'ai ressenti à ce moment-là, mais peut-être que j'étais déjà un peu surréaliste et que j'ai continué à l'être. Vous savez, une vie, dans le fond, c'est surréaliste. Et je l'ai menée de telle manière que ça m'a amené à être proche de la pensée bulle. Je crois que je n'ai pas d'autre explication. Quand, il y a quelques mois, on m'a demandé de monter une exposition sur le Délibule et la photographie, je me suis posé la question. Est-ce que vraiment le Délibule et la photographie, ça collait bien? C'est vrai, on a publié mes photographies de fenêtres, mais à part ça... Ah oui, c'est vrai, il y a eu Charlène Guien et ses photographies dans les musées. Ah oui, et puis alors je me suis mis à fouiller avec Aurélie Williams, l'archiviste de la maison, et nous avons trouvé des tas de choses finalement, mais des tas de choses qui n'étaient pas nécessairement des décisions de montrer de la photographie. Simplement, il y avait des photographes, et des photographes qui étaient des artistes, et leurs images ont été considérées comme de l'art. Avec la photographie, il y a que, même documentaire, la photographie peut devenir un art. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être. La première collaboration avec les éditions Délibule, c'est évidemment les fenêtres. C'est là que tout commence. C'est là que André remarque mes photographies, que je entre mieux
dans les textes d'André Balthazar, qu'on se comprend très bien. Donc ça, c'est une première chose. Après ça, André Balthazar et le Délibule, donc, m'a demandé de participer pratiquement à toutes les appels, pratiquement à tous les appels qu'ils ont faits, c'est-à-dire Haute Tombe, les vaches, les escargots, à peu près tout, quoi. Donc j'ai participé pratiquement à tout. Ça ne veut pas dire que tout a été édité. Dans cette exposition aux photographies et des libules, il y a eu notamment Suzy Embo. Et là, ça a été un moment assez intéressant pour moi, parce que découvrant les photographies de Suzy Embo, que je connaissais un peu sans bien la connaître, j'ai trouvé que vraiment ça avait sa place. Ça avait sa place parce que notamment, elle avait été publiée dans plusieurs livres du Délibule, dans les pockets volantes notamment. Il y a eu 2 pockets volantes à propos de Suzy Embo, et que Suzy Embo a eu un parcours tout à fait intéressant, très lié au surréalisme. Très lié au surréalisme et pas seulement au Délibule. Donc vraiment, choisir des photographies qui montrent Alechinsky, qui montrent des choses très personnelles qu'elle a faites, comme Si je peignais, par exemple, où ce sont des peignes, tout simplement, et pas de la peinture, n'est-ce pas? Bon, je trouve ça vraiment un beau geste à intégrer dans Photographie et Délibule. Ça colle bien avec le Délibule. Je dis que je suis un photographe animalier spécialisé dans l'espèce humaine. Charles Henguin, vous avez eu un ouvrage publié par le Délibule. Oui. Une aventure. Oui. Ma contribution se limite pratiquement à ce livre. Comment s'est fait le contact pour que le Délibule édite cet ouvrage? Ben, à l'époque, nous habitions à Louvière pratiquement, et on connaissait bien André Balthazar. Les photos qui ont servi à ce livre étaient déjà préexistantes à la rencontre avec Balthazar. J'ai fait métier de voyager, j'ai fait carrière de photographe de reportage. Et quand on est en reportage en ville et qu'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait les églises et les musées. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire de la photo. Et c'est ainsi qu'a démarré cette série sur les musées, mais pas sur les œuvres des musées, mais sur le public des musées. Et j'ai montré un jour ces photos à André, qui a eu coup de foudre, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, il a monté l'expo à la Louvière dans le hall du théâtre, si je me souviens bien. Son musée de la gravure n'existait pas encore à l'époque. Et Paul Bury a vu cette expo, et lui a eu vraiment le coup de foudre. Il a proposé d'emblée, spontanément, d'écrire des textes sur mes images. Voilà. C'est ainsi que ça s'est fait. Et à la suite de quoi, ben, l'éditeur, le Délibule était mon premier éditeur. C'est utile pour la suite de la carrière, bien entendu. 1980 est une période importante pour la Belgique. C'est une période de réforme institutionnelle, donnant aux communautés et aux régions une autonomie. À partir de là, se déclenche une campagne de dérision que le Délibule va publier, en faisant appel en fait à 3 de ses principaux protagonistes, Alechinsky, Bury et Folon. À partir de là, sur des phrases de Paul Bury, les 3 artistes vont dessiner, ornementer ces phrases, imaginant des ministres qui ont été créés pour, par exemple, surveiller la barrière ou la frontière linguistique. Le dérisoire absolu, c'est au moment où lui et moi vivions en France, déjà depuis des années. Ben moi, ça fait déjà plus de 50 ans que j'habite la France. Donc tous les problèmes linguistiques belges, je ne les comprends pas, et Paul Bury non plus, finalement. Cette division de la Belgique, cette fragmentation, ce mélange flamand-wallon est très intéressant. Là, je ne sais pas si Paul va jusque-là, mais, parce qu'il est totalement wallon. Mais moi, comme bruxellois, ça m'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Belgique.
Et donc nous avons fait, je crois que c'était au début des années 80, hein, ça fait déjà quand même pas mal de temps, il y a plus de 25 ans, un pamphlet, plusieurs pamphlets sur les problèmes linguistiques et les frontières linguistiques. Parce que c'est quand même extraordinaire à un moment où on fait de plus en plus l'Europe, que l'Europe se divise de plus en plus. C'est assez symptomatique. Un autre livre conceptuel, qui est d'ailleurs les photographies conceptuelles d'Erwan Ehrlich, qui est le livre d'un photographe aveugle, où donc Topor raconte une histoire inventée d'un photographe aveugle qui, par son handicap, aurait révolutionné un peu l'histoire de la photo. Et là, pareil, ça part d'une plaisanterie, et puis il y a quelques petits textes qui sont assez intelligents. Alors, une des originalités du livre, c'est que chaque exemplaire est unique, puisque la couverture est faite d'une radiographie. Donc, je ne sais pas comment le Délibule a fait, mais ils auraient dû récupérer un stock de radios quelque part, et puis ils ont fait les couvertures avec ça. Donc il y a des couvertures bleues, où le bleu domine plus ou moins, ou le gris, le noir, etc. Donc ça fait un livre qui est en fait quelque part un unique. Chaque exemplaire est unique avec une bande posée par-dessus. Voilà, très, très joli livre. En 83, la rue Jules Thiriard va être rebaptisée rue du Délibule, ce qui va être l'occasion de toute une série de manifestations folkloriques, plus ou moins folkloriques, dans l'entité. Et le débaptême et rebaptême va être l'occasion de toute une série de manifestations très officielle, mais notre bourgmestre de l'époque est très sensible à toutes les activités du Délibule. C'est une tradition louviéroise que d'avoir effectivement des mailleurs, comme nous disons ici, des mailleurs soucieux de la création artistique. C'est vraiment une réalité qui perdure dans l'entité. C'est très important d'être au marché de la poésie avec le Délibule. Le Délibule est en fait un des membres fondateurs du marché de la poésie de Paris, place Saint-Sulpice, où on a une rencontre d'auteurs et d'éditeurs toujours au mois de juin. C'est vraiment un retour à la tradition, puisque Jacqueline Balthazar était parmi les fondateurs, donc le seul éditeur belge à organiser ce marché, où en fait les habitués, les amateurs du Délibule venaient toujours voir Jacqueline derrière son comptoir. Et c'est comme ça que le Délibule s'est aussi propagé, c'est par la rencontre sur les marchés, en montrant les beaux livres, en faisant des signatures avec Antonio Segui, Alechinsky, que ce soit en Paris ou en France. C'est une des activités vraiment fondamentales du Délibule, d'être présent avec les livres. Vincent regarde peu, observe à peine. Il écrit sans lunettes. Il ferme les yeux pour voir et mieux rêver, méditer. Choisit son bestiaire, ces grosses et petites bêtes prêtant aux uns de la mélancolie, de la bonté, à d'autres de l'insolence, de l'inquiétude. Pensée, sentiment, jugement couvent sous roche. Il voit avec la tête le cœur en moraliste bref qui aime les images et leurs dérives. Le poète et sa tête à visionner sont là, près de l'homme et sa tête à penser. Antonio Segui, lui, est dans sa peau comme dans celle des autres, façon de ne pas trop s'éparpiller, de rester maître de son monde. Il tremperait volontiers le bout de son pinceau ou de sa plume, encore une, dans l'encre jaillie d'une gueule de sèche, car il y a toujours un peu de colère sous le chapeau et la moustache tranquille dans son trait. Son regard qui mord rappelle le pêcheur à l'autre bout de la ligne. Sa jungle reste sa pampa.
quand la ville de Paris m'a consacré cette rétrospective sur les mots en quête d'image, donc ce qui était cette, ce rapport de texte et de l'image avec André François, Antonio Segui. Antonio Segui était très présent aussi dans cette exposition. Ce que je peux dire, c'est vrai que, moi, ma problématique d'écriture a toujours été faite dans le choix de la syntaxe, dans le choix de ce que j'ai appelé le récit à dessin, ce que j'ai essayé de conceptualiser comme le récit à dessin, c'est-à-dire comme les textes étaient faits, sauf pour le voyage de V, mais à 95%, le texte était fait, envoyé à Antonio, André, et puis ensuite, eux, conceptualiser l'image avec ces textes-là. Je faisais en sorte, mais je ne sais pas comment les choses peuvent se faire, c'est très instinctif dans mon écriture, de faire en sorte que ça ouvre sur l'image, que les textes puissent accueillir une image. Et je pense que là, il y a je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver, mais une très belle préface de Pierre Etex sur notre travail avec André François, qui donne à un moment donné, c'est que chacun ne doit rien à l'autre, et pourtant, c'est une chose qui ne fait plus qu'un, quoi. J'aimerais vous demander comment vous rencontrez le Délibule. Moi, je crois qu'on s'est rencontrés au début de 1963 par Paul Bourri. Ah, c'est donc Bury. C'est Paul Bury. Paul Bury pour une raison très simple, parce qu'il travaillait avec la même galerie que j'ai commencé à exposer à cette époque, que c'était Jean Lefebvre à New York. Et une amitié née, évidemment. Et voilà. Ça a commencé. Et alors vous découvrez aussi la revue et les collections. La petite pochette. On a fait plusieurs avec André, et il avait commencé ça, je crois, au début des années 60. Parce que je suis arrivé en France, je suis parti en 1955 de Paris, et je suis retourné en 1963. Et la petite pochette, il existait déjà depuis 2-3 ans. Ah bon. Voilà. Et alors, là, ça a établi une relation très fluide, parce qu'on avait... Oui. On avait des intérêts pareils. Bury, d'une part. Hein? Et c'est lui qui ramène des gens intéressants, toujours dans le Délibule. Hein. Eh oui. Il y a Balthazar qui, lui, joue son rôle de secrétariat d'écrivain. Exact. Avec beaucoup de talent, du reste. Et puis, il y a Alechinsky. Exact. Il y avait Alechinsky, il y avait tout un groupe de jeunes qui travaillaient à Paris, qui avait Bertolo, Lourdes Castro, qui étaient très proches aussi au Délibule et qu'on a travaillé avec eux jusqu'à sa fin, je dois vous dire, n'est-ce pas? Alors un travail dans la joie? Je crois que oui, sinon c'était impossible. Avec eux, c'était impossible. Hein? On peut peut-être commencer par expliquer ce que c'est que ce Batia Moursou. Donc, l'intitulé est donc une traduction par un poète dialectal louviérois, Ernesto Cotte, du Bateau ivre de Rimbaud, que André Balthazar édite dans un numéro des Pockets volantes. Alors, à partir de là, tu as donc ton bistrot qui s'intitule Batia Moursou à la place du Béguinage à Mons. Et que fais-tu? Est-ce que c'est un simple café? Alors, c'est pas un simple... Si, c'est au départ un simple café, c'est vraiment un café tout à fait populaire, entre autres, qui d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. Mais je vais aménager à l'étage une petite galerie. Et mes premiers invités, ce seront les éditions du Délibule. Voilà, donc pour faire le lien. Et toujours est-il que, bon, encore à ma grande surprise, André Balthazar était enchanté et il me dit, c'est bien parce que ce sera effectivement la première fois que nous nous exposerons à Mons. Ce qui était extraordinaire. Donc dans ce tout petit bistrot, je fais cette exposition du Délibule avec une série de complices parce qu'on n'avait vraiment pas de finances pour faire la promotion de l'exposition. Et grâce à Bernard Descamps, qui lui était à l'époque, je crois qu'il était étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Mons,
Et il me dit, écoute Serge, on va faire une grande campagne d'affichage sur la ville de Mons. Et il a invité tous les étudiants de l'académie de faire des affiches en partant donc d'un canevas. On avait refait on avait repris El Batiamorsu des libules en cachet, comme ça qu'on mettait sur. Et on invitait les étudiants à venir exprimer leur idée du délibule, comme ça, sur des grandes affiches, sur des grands papiers qui faisaient en général plus d'1 mètre de haut, sur plus ou moins presque 1 mètre de large aussi. Et puis, nous partions là dans la ville avec un seau de colle et on a été badigeonner la ville de Mons avec le délibule exposé au Batiamorsu. C'était une belle activité. Une belle rencontre est celle d'André Balthazar avec le dessinateur, qu'on appelle aussi l'illustrateur, pour illustrateur, Roland Brucker. Roland Brucker a une plume reconnaissable entre mille. C'est lui d'ailleurs qui fera les petits gris, ces innombrables escargots, y compris repris dans une affiche qui sera éditée par le Délibule pour un de ses anniversaires. Le symbole de la maison d'édition du Délibule, c'est un escargot. Et André m'a demandé pour le 40e anniversaire de composer l'affiche et l'invitation du 40e anniversaire du Délibule. Et j'ai fait une grande lithographie avec 84 ou 85 escargots différents. Et puis on en a fait un recueil en lithographie, donc c'est un livre fait en lithographie. En 1997, André Balthazar publie Les Linéaments. C'est un ouvrage, moi personnellement, que j'apprécie énormément. Je le trouve d'une très grande finesse, d'une érudition délicate et tout à fait émouvante, parce que il reprend donc le thème de Linné, Linné qui a réalisé dans la même veine que Buffon l'a fait pour les animaux, qui a fait une classification des végétaux, de tout ce qui est plantes, et Balthazar va reprendre cette thématique et l'illustrer, pas l'illustrer, mais la mettre en poésie et évoquer son quotidien végétal. Alors on a des textes absolument superbes qui parlent du persil, qui parlent des navets, qui parlent des radis, qui parlent des céleris, qui parlent des poireaux, et qui en parlent d'une manière, d'une très très grande délicatesse. Je vous jure que c'est pas facile de retenir mon fou rire, parce que je suppose qu'il y a le chat qui est derrière. Toute une collection a été complètement faite par lui, c'est le Lexicon. Le Lexicon qui a son premier numéro en 1999, et finalement 12 numéros auront été publiés. Et toujours texte André Balthazar et dessin, et mes dessins. Eh bien, en 2009, André Balthazar prend conscience que la quantité absolument astronomique de documents qu'il a rassemblés avec Jacqueline, qui est une ouvrière méthodique, systématique et extrêmement réfléchie, ordonnée en plus. Donc ils ont casé dans des... Jacqueline et lui ont casé dans des cartons toutes les informations tournant autour de leurs activités, de leurs publications. Alors tout ça prend une place de plus en plus importante, avec des lettres, avec des coupures de journaux, avec des rapports d'événements, etc. Et tout ça devient encombrant. André commence à prendre de l'âge, s'en aperçoit, en est conscient en tout cas. Et
un projet va naître de, pas de léguer, mais de confier la gestion de ces documents à une institution. Et c'est ainsi que la ville de la Louvière va, avec la province de Hainaut et la communauté française, à l'époque ça s'appelait encore Communauté française, actuellement Fédération Wallonie-Bruxelles, vont mettre en place vont réaliser un montage institutionnel et créer le Délibule & Co, qui est un fonds d'archives. Le dossier ayant été essentiellement construit, composé et argumenté par Didier Caille, qui est actuellement l'administrateur délégué du centre. Bon, je peux m'en aller maintenant parce que c'est l'heure, hein? Le Délibule, c'est l'élégance, c'est de la haute couture culturelle, c'est une planète à part et c'est la quintessence de ce que j'aime en Belgique. L'écrivain peut apprendre à son lecteur des façons d'appréhender la vie, ou la façon de le faire, tandis que le peintre ne peut atteindre son regardeur que par la sensualité avec laquelle il l'invite à regarder le monde par la suite. Mais je ne crois pas que cela change son rapport avec les autres. La littérature nous aide à mieux saisir les autres, tandis que le peintre le fait pour les choses. L'aphorisme en 4 leçons, tu vois, ou le surréalisme en 2 images, ça c'est terrible. C'est ça, oui. Oh là là. Et donc, il faut quand même essayer à un moment donné, puisqu'on a l'occasion de le faire entendre, de dire qu'il faut éviter de pratiquer l'aphorisme sans formation. Alors, ils ont fait le Délibule avec ce qui les amusait l'un et l'autre, enfin ce qui les intéressait. Donc, les amis travaillaient pour le Délibule. Pierre a travaillé pour le Délibule. Toi aussi. Oui, moi aussi. J'ai publié plusieurs petits livres au Délibule. Olivier, notre fils aussi. Mais pas seulement. Il y a eu... je veux dire, tous les amis de Paul collaboraient au Délibule, vous voyez. Et il y avait une sorte de groupe. Il y avait des gens et une forme d'humour quand même. L'impertinence, une qualité qui ne fait pas défaut aux Délibuliens. Preuve en est une fois encore avec la nouvelle expo du Délibule & Co, le continent belge. Si la plupart des amateurs de surréalisme de la région du centre associent le mouvement du Délibule à la ville de la Louvière, ils sont beaucoup moins nombreux à connaître le lien qui unit le Délibule à Montbliard, un petit village de la Botte du Hainaut. Collaborateur d'André Balthazar depuis 1988, l'année de sa première publication aux éditions du Délibule, Lionel Vinche est aujourd'hui toujours aussi prolifique qu'à ses débuts. C'est pas donc l'événement qui surprend et qui suscite la curiosité, c'est la transposition de l'événement à travers l'image. Et c'est évidemment, c'est très proche aussi de ce que le Délibule a voulu faire dans ses propres éditions ou à travers ses rapports avec beaucoup d'écrivains. Il est terrible, comme si je vendais du poisson. Approchez, approchez. Quand on n'a rien à dire et qu'on n'a jamais rien eu à dire. Et on n'aura encore plus rien à dire. Oui, ça se rapproche effectivement. Monsieur, on peut partir? Silence, Chavet, tu m'ennuies.